Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique le Base, la zone où les versions officielles perdent leur sens. Il y a des silences qui durent plus longtemps que des vies entières. Il y a des silences qu'on porte sur le dos comme des sacs de ciment de 100 kilos. Il y a des silences qu'on se jure de garder jusqu'à la mort et même après. Ce soir on va briser le plus lourd de tous ces silences. Un silence de 54 ans. Un silence gardé par un seul homme. Un colosse de 120 kilos de muscles et de souvenirs qui pèse plus lourd que tous les trophées du monde. Un homme que le monde a réduit à un rôle de méchant de cinéma, à une montagne qu'on explose en 2 coups sur l'écran. Un homme qui a tenu Bruce Lee dans ses bras quand il tremblait de tout son corps dans une loge moite de Hong Kong en 1973. Un homme qui a essuyé les larmes de Bruce Lee avec la manche de son propre t-shirt trempé de sueur. Un homme qui a entendu Bruce Lee hurler dans le noir à 3 heures du matin. Un homme qui avait juré sur sa vie de ne jamais parler. Jusqu'à cette année. Jusqu'à ce qu'à 85 ans il comprenne enfin que ce silence tuait Bruce une deuxième fois. Bolo Yeung a parlé. Et ce qu'il a dit a fait tomber le dragon de son piédestal doré. Ce soir on ne va pas vous ressortir la légende propre et lisse que tout le monde connaît par cœur. Ce soir on va vous raconter l'homme. L'homme qui avait peur. L'homme qui pleurait. L'homme qui perdait. L'homme qui saignait. L'homme qui suppliait qu'on se souvienne de lui. Alors éteignez tout. Mettez le casque. Baissez la lumière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la voix. Parce que ça va durer longtemps. Très longtemps. Et quand ce sera fini vous ne regarderez plus jamais hanter le dragon sans entendre les sanglots derrière le cri du dragon. On commence tout au début. Là où personne ne regarde jamais. Guangzhou, 1946. La guerre est officiellement terminée depuis 1 an mais dans les rues elle continue. Les chiens errants sont plus gros que les enfants. Un gamin de 4 ans marche pieds nus dans la boue rouge. Il s'appelle Young Eze. Il a faim tous les jours. Tous les jours. Son père rentre le soir les mains vides, les épaules basses, le regard mort. Sa mère coud des uniformes pour des soldats qui n'existent plus. Elle pleure en silence pour ne pas réveiller les petits. Un soir un vieux moine Shaolin chassé de son temple par les communistes voit le gosse se battre contre un chien errant pour un os. Le chien est plus gros. Le chien est plus fort. Le gosse gagne. Le moine s'approche lentement. Il pose une main calleuse sur l'épaule maigre du gamin. Il dit simplement viens. Et le gamin suit. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Rien. Le moine l'emmène dans une cour abandonnée derrière un temple en ruine. Il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de statue. Il n'y a que la poussière et les souvenirs. Et là il commence à lui apprendre le Hungar. Pas de cérémonie. Pas de thé. Pas de discours sur l'honneur ou la tradition. Juste des coups. Des formes répétées jusqu'à ce que les jambes tremblent. Jusqu'à ce que les mains saignent. Jusqu'à ce que le gamin tombe et se relève encore. 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 À 6 ans il connaît déjà les 36 formes par cœur. À 8 ans il casse sa première brique avec le tranchant de la main. À 10 ans il soulève des sacs de ciment de 50 kilos pour aider son père à reconstruire la boutique familiale détruite par les bombes. À 12 ans il gagne son premier vrai combat de rue contre 3 adolescents de 16 ans qui voulaient lui voler son bol de riz. Il rentre avec le nez cassé, la lèvre fendue, un œil fermé et le sourire jusqu'aux oreilles. Son père le regarde et dit tu vas mourir comme ça. Il répond peut-être. Mais pas aujourd'hui. Et puis arrive 1966. La révolution culturelle explose comme une bombe. Les gardes rouges débarquent à Guangzhou. Ils brûlent les temples. Ils rasent les cheveux des maîtres. Ils brisent les doigts des artistes martiaux pour qu'ils ne puissent plus jamais frapper. Le vieux moine disparaît un soir. On le retrouve 3 jours plus tard flottant dans la rivière Zhujiang. Les yeux grands ouverts. Les mains coupées au poignet. Young Eze a 19 ans. Il comprend que s'il reste une semaine de plus, il finira comme son maître. Alors il vole un sampan de pêcheur. Il traverse la baie de Shenzhen de nuit sous une pluie battante avec pour seule boussole la haine qu'il a dans le ventre et la peur qui lui serre la gorge. Il arrive à Hong Kong trempé jusqu'aux os. Sans un sou. Sans un papier. Avec juste un t-shirt déchiré et des poings qui ne demandent qu'à frapper. Hong Kong 1966. C'est la jungle. La vraie. Des triades partout. Des couteaux qui sortent pour un regard de travers. Des réfugiés qui dorment sous les ponts en carton. Des flics qui prennent des enveloppes rouges tous les soirs. Des clubs de nuit où on finit égorgé dans les chiottes pour une danseuse.
Young Aizé débarque là-dedans trempé comme un chien errant. Pas un sou. Pas un papier. Juste un t-shirt troué et une haine qui brûle plus fort que la faim. Il dort où il peut. Dans des gymnases fermés à clé la nuit. Sur des tapis qui puent la sueur et le sang séché. Il mange 3 bols de riz par jour. Parfois 2. Parfois 1. Il travaille comme videur dans un bar de Wanshai. Un bouge où les marins anglais se font planter pour une bouteille. Où les filles pleurent dans les arrière-salles. Où les bagarres finissent souvent à l'arme blanche. Mais il s'entraîne. Tous les jours. 4 heures de kung-fu le matin avant que le soleil se lève. 4 heures de musculation l'après-midi quand la chaleur fait fondre le bitume. Il pousse des barres qui font plier les supports. Il soulève des sacs de sable de 100 kilos comme s'ils étaient vides. Il fait des pompes avec des briques sur le dos. Il frappe les sacs jusqu'à ce que ses phalanges saignent. Et il recommence. Encore. 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 Les mois passent. Les années passent. Il devient énorme. 1,83 m. 120 kilos de muscles durs comme du béton. Une poitrine de buffle. Des bras comme des piliers de temple. Des veines qui serpentent sur ses biceps comme des câbles d'acier. Quand il marche dans la rue, les gens traversent. Les chiens se taisent. Les enfants se cachent. On commence à l'appeler Bolo. Parce qu'en cantonais Bolo veut dire pain de viande. Rond. Dense. Indestructible. Il commence à faire des concours de bodybuilding. Des petits trucs locaux d'abord. Il monte sur scène torse nu. Il pose. Il gagne. L'année suivante, il gagne encore. Et encore. Et encore. 10 fois d'affilée. De 1967 à 1976. Monsieur Hong Kong. 10 fois. Personne ne le bête. Personne n'ose même essayer après 1972. Les juges le regardent et savent déjà. Les autres concurrents montent sur scène pour la photo. Pas pour gagner. Il devient une légende vivante dans les gymnases de Kowloon. Les jeunes le regardent s'entraîner. Il reste à la porte. Il n'ose pas entrer. Il regarde juste. Il regarde la montagne bouger. Et ils comprennent qu'il y a des hommes qui ne sont pas faits comme les autres. Les studios Shaw Brothers le repèrent. Un jour un scout arrive au gymnase. Il le regarde soulever 200 kilos comme si c'était un jouet. Il lui dit « Tu veux faire du cinéma ?» Bolo le regarde. Il dit combien. Le scout dit assez pour manger autre chose que du riz. Bolo dit d'accord. Et il entre dans le cinéma. Toujours le même rôle. Le grand méchant silencieux. Le monstre qu'on envoie se faire exploser par le héros en 45 secondes. Il joue dans des dizaines de films. Il casse des chaises sur des dos. Il se fait couper avec des sabres en caoutchouc. Il tombe des escaliers. Il se fait jeter à travers des vitres en sucre. Il meurt à chaque fois. Et il se relève à chaque fois. Parce que le lendemain, il y a un autre film. Un autre méchant à jouer. Un autre héros à faire briller. Il accepte tout. Parce que ça paye. Parce que les studios lui laissent un coin de gymnase pour continuer à s'entraîner. Et parce qu'au fond être le méchant ou le héros, il s'en fout complètement. Il sait ce qu'il est. Une montagne. Un mur. Un homme que rien n'arrête. Il fait ça pendant des années. Il devient connu. Mais toujours en second plan. Toujours le gros dur qu'on oublie après le générique. Jusqu'au jour où tout change. Jusqu'au jour où il arrive. 1971. Un plateau de publicité pour des cigarettes Winston. Un hangar pourri à Kowloon. Odeur de sueur et de tabac froid. Bolo est là pour faire le garde du corps en arrière-plan. Torse nu. Bras croisés. Regard noir. Il attend. Il s'ennuie. Et puis la porte s'ouvre. Et il arrive. Petit. 1,71 m. 65 kilos tout mouillé. Un sourire en coin qui coupe comme une lame. Des yeux qui brûlent. Bruce Lee. Bruce revient des États-Unis. Hollywood l'a jeté comme une merde. Il a fait une saison du frelon vert et puis plus rien. On l'a traité de faire-valoir chinois. De clown qui fait des cris bizarres. Il est revenu à Hong Kong avec une rage froide dans les yeux. Avec une seule idée en tête. Montrer au monde entier qu'un Chinois peut être le plus grand. Il cherche des vrais combattants. Pas des cascadeurs qui trichent. Pas des acteurs qui font semblant. Il voit Bolo. Il voit la montagne. Il s'approche. Il le regarde de haut en bas. Il sourit.
Il dit simplement toi et moi. On va bosser ensemble. Et là tout bascule. Pour la première fois de sa vie Bolo sent qu'on le regarde autrement. Pas comme un monstre. Pas comme un décor. Comme un égal. Comme un frère. Bruce Lee n'a pas demandé à Bolo s'il voulait s'entraîner. Il l'a dit comme on donne un ordre. Toi et moi. On va bosser ensemble. Bolo a hoché la tête. Un seul hochement. Lourd. Lent. Comme tout ce qu'il fait. Et c'est parti. 18 mois. 18 putains de mois. Avant même qu'Ante Dragon existe sur un papier. Avant même que quelqu'un ait écrit une seule ligne. 18 mois de gymnase fermé à clé. De portes verrouillées à double tour. De rideaux tirés. Pas de témoins. Pas de caméra. Pas de public. Juste deux hommes. Et la vérité nue des coups. Bruce veut comprendre la force brute absolue. Bolo veut comprendre la vitesse absolue. Et pendant 18 mois ils se cherchent. Ils se trouvent. Ils se détruisent. Franchement. Sans pitié. Sans gants. Sans règles. Bruce frappe comme l'éclair. Sans coup là où un homme normal en place un. Il est partout. Il est nulle part. Il disparaît. Il réapparaît derrière. Il tape dans les côtes. Dans le foie. Dans la gorge. Bolo encaisse. Comme un mur de béton armé. Comme une montagne qui refuse de bouger. Ses abdos sont des plaques d'acier. Ses bras sont des piliers. Il prend. Il prend. Il prend encore. Et puis il répond. Un seul coup. Lent. Lourd. Comme un train de marchandises qui sort d'un tunnel. Un uppercut qui soulève Bruce du sol. Un crochet qui fait voler la tête. Un direct qui envoie valser à 3 mètres. Bruce tombe. Bruce se relève. Bruce sourit. Et il recommence. Parfois Bruce saigne du nez. Parfois Bolo est au sol. Le souffle coupé. Les côtes en feu. La vision qui tremble. Mais il se relève toujours. 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 Jamais un cri. Jamais une plainte. Jamais un mot de trop. Juste le bruit des poings sur la chair. Le bruit des os qui craquent. Le bruit de la sueur qui tombe sur le parquet. Le bruit de deux hommes qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Des jours entiers comme ça. Des semaines. Des mois. Des saisons qui passent dehors pendant qu'eux restent enfermés dans l'ombre. Bruce arrive avec des idées nouvelles tous les jours. Il teste. Il adapte. Il mélange Wing Chun, boxe anglaise, escrime, judo, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a appris. Il crée. Il invente. Il jette. Il recommence. Bolo est son mur. Son rocher. Son test ultime. Et Bolo apprend. Il apprend à bouger plus vite. À frapper plus précis. À encaisser encore mieux. Bolo, en 2024, les yeux pleins de larmes, a raconté ça pour la première fois. Il a dit la voix cassée par l'âge et par l'émotion, Bruce perdait. Souvent. Contre moi. Contre d'autres. Il tombait. Il saignait. Il avait mal. Mais il revenait le lendemain. Et il avait trouvé la faille. Il avait trouvé comment ne plus tomber de la même façon. C'est ça qui le rendait inhumain. Pas qu'il ne tombait jamais. Mais qu'il se relevait toujours plus fort. Toujours plus rapide. Toujours plus dangereux. Il ne parlait presque pas. Juste des regards. Des hochements de tête. Des sourires quand ça faisait mal. Des tapes dans le dos quand c'était fini. Mais entre eux il y avait quelque chose de plus fort que des mots. Quelque chose qui ne s'explique pas. Une fraternité forgée dans la douleur. Dans le sang. Dans la sueur. Dans le silence. Et puis un jour Bruce dit, on va faire un film. Un vrai. Avec Warner Bros. Un film où un Chinois sera le héros. Et toi tu seras mon dernier adversaire. Pas un second rôle. Le rôle. Le monstre dans la salle des miroirs. Bolo hoche la tête. Un seul hochement. Lourd. Lent. Comme toujours. Mais déjà quelque chose a changé. Bruce n'est plus le même. Il dort moins. Il mange moins. Il tremble parfois. Il a des migraines qui le plient en deux. Il prend des cachets. Beaucoup de cachets. Il perd du poids. Il devient maigre. Trop maigre. Mais il sourit encore. Il sourit toujours. Parce qu'il sait que c'est sa dernière chance. Sa dernière cartouche. Son dernier cri au monde. Bolo le voit. Bolo le sent. Bolo ne dit rien. Parce que c'est comme ça entre eux.
On ne parle pas. On frappe. On se relève. On continue. Janvier 1973. Le tournage commence. Hong Kong est une fournaise. Les studios Golden Harvest sont un enfer de chaleur, de sueur et de projecteurs brûlants. Bruce arrive tous les matins à 5 heures. Il part à minuit. Parfois plus tard. Il dort 3 heures. Parfois 2. Parfois pas du tout. Il est devenu maigre. Trop maigre. Les côtes visibles. Les yeux enfoncés. Les mains qui tremblent quand il tient le nunchaku trop longtemps. Il a des migraines qui le plient en deux. Il vomit dans les toilettes entre 2 prises. Il prend des corticoïdes. Des antidouleurs. Des trucs qu'on ne trouve pas en pharmacie. Il cache les boîtes. Il sourit quand même. Il sourit toujours. Bolo est là tous les jours. Il voit tout. Il entend tout. Il est l'un des seuls à voir Bruce s'effondrer dans sa loge. À le voir tomber raide sur le parquet. À le voir se relever en serrant les dents. À le voir pleurer. Vraiment pleurer. Comme un enfant terrifié. Comme un homme qui sait que la mort est déjà dans la pièce avec lui. Un soir à 3 heures du matin, après une journée de 16 heures, Bruce hurle dans sa loge. Bolo est juste à côté. Il entend tout. Je vais mourir avant la fin du film. Je vais crever et ils diront que j'étais un clown chinois qui faisait des cris bizarres. Je vais crever oublié. Et puis plus rien. Juste des sanglots. Des sanglots lourds. Des sanglots d'homme qui n'a plus de force. Bolo reste derrière la porte. Il ne bouge pas. Il ne dit rien. Il écoute. Il sait que c'est pas le moment d'entrer. Il sait que certains combats on les livre seuls. Le lendemain Bruce arrive avec le sourire. Il refait la même scène 50 fois. 70 fois. 100 fois. Jusqu'à ce que le sang coule vraiment de son arcade. Jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Jusqu'à ce qu'il vomisse dans un coin. Et il recommence. Encore. 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 Parce que c'est sa dernière chance. Parce qu'il sait que c'est peut-être son dernier film. Parce qu'il veut que le monde voie enfin. La scène des miroirs. C'est Bruce qui l'a voulu. C'est Bruce qui a tout dessiné. C'est Bruce qui a construit la salle lui-même. C'est Bruce qui a dit à Bolo. Frappe-moi pour de vrai. Pas à fond. Mais presque. Je veux que ça se voie. Je veux qu'il voie le sang. Je veux qu'il sente la douleur. Pas de câble. Pas de trucage. Juste nous deux. Comme avant. Comme dans les gymnases fermés. Et Bolo frappe. Presque à fond. Un coup dans les côtes. Un coup dans la mâchoire. Un coup dans le ventre. Bruce encaisse. Bruce saigne. Bruce vacille. Bruce sourit. Parce que c'est ce qu'il voulait. La vérité nue. La douleur vraie. La réalité qui cogne. Pas de cinéma. Pas de mensonge. Juste 2 hommes qui se donnent tout. Jusqu'au bout. Ils refont la scène. Encore. 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 Jusqu'à ce que le sang soit réel. Jusqu'à ce que les bleus soient vrais. Jusqu'à ce que la caméra tremble parce que le cadreur pleure derrière l'objectif. Un soir après la dernière prise de la journée, Bruce prend Bolo à part. Il est épuisé. Il a perdu 10 kilos. Il a les yeux injectés de sang. Il a les mains qui tremblent. Il dit. Si je meurs demain, promets-moi une chose. Ne dis jamais que j'étais un dieu. Ne dis jamais que j'étais invincible. Dis que j'étais un homme. Un homme qui avait peur. Un homme qui pleurait. Un homme qui a tout donné. Un homme qui a saigné. Promets-moi. Bolo regarde Bruce. Longtemps. Il hoche la tête. Un seul hochement. Lourd. Lent. Comme toujours. Le film se termine en avril 1973. Bruce est une ombre. Il marche à peine. Il parle à peine. Il sourit à peine. Mais il a fini. Il a tout donné. Il a tout brûlé. 3 mois plus tard, le 20 juillet 1973, Bruce Lee meurt dans l'appartement de Betty Ting-pei. Officiellement d'un édème cérébral. Officieusement, personne ne saura jamais vraiment. Bolo est là à l'enterrement. Il voit la foule. Il voit les larmes. Il voit le monde transformer Bruce en statue. En dieu intouchable. En poster propre et lisse. Il voit les fans. Il voit les statues. Il voit les t-shirts. Il voit les mensonges dorés. Et il se tait. Pendant 51 ans. Il se tait. 51 ans.
51 putains d'années de silence. Bolo Yeung a regardé le monde transformer Bruce Lee en dieu. En statue de marbre. En poster lisse. En légende sans cicatrice. Il a vu les fans hurler au blasphème quand quelqu'un osait dire que Bruce avait eu peur. Il a vu les tatouages. Les t-shirts. Les statues de bronze. Les écoles de Jeet Kune Do qui vendaient du rêve en kit. Il a vu les documentaires qui mentaient. Les livres qui mentaient. Les interviews qui mentaient. Et il s'est tu. Toujours. Parce qu'il avait promis. Il s'est entraîné tous les jours. À 85 ans il soulève encore plus lourd qu'à 30. Il fait encore ses formes Hungar dans le jardin. Il regarde encore les vieux films. Il regarde encore la scène des miroirs. Et il se souvient. Il se souvient du sang. Il se souvient des larmes. Il se souvient des cris dans la loge. Il se souvient de la promesse. Et puis arrive 2024. Un journaliste lui pose la question une dernière fois. Une question simple. Une question qu'on lui pose depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit sur Bruce Lee? Et là quelque chose se casse en lui. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de lourd. Quelque chose qu'il portait depuis 1973. Il parle. Pendant 3 heures. La voix cassée. Les yeux pleins de larmes. Il lâche tout. Il dit. Bruce n'était pas invincible. Bruce pleurait. Bruce perdait. Bruce avait peur. Bruce avait peur de mourir oublié. Bruce avait peur d'être juste un clown chinois qui faisait des cris. Bruce avait peur que tout ça ne serve à rien. Et c'est cette peur qui l'a rendu plus grand que tous les dieux qu'on a inventés après sa mort. Il dit. Arrêtez de le mettre sur un piédestal. Il détestait ça. Il voulait qu'on voie ses cicatrices. Il voulait qu'on voie qu'il saignait. Il voulait qu'on voie qu'il avait peur. Parce que c'est ça être humain. Et c'est ça qui le rend éternel. Il dit. Moi je suis toujours là. Je m'entraîne encore tous les jours. À 85 ans. Parce que c'est comme ça qu'on reste fidèle à un frère. En continuant le combat qu'il n'a pas pu finir. Il dit. La scène des miroirs. Ce n'était pas un héros qui battait un monstre. C'était 2 frères. 2 hommes. 2 âmes qui se donnaient tout. Qui savaient tous les 2 que c'était peut-être la dernière fois. Depuis cette interview, le monde des arts martiaux est coupé en 2. D'un côté ceux qui hurlent au sacrilège. Ceux qui disent que Bolo a trahi Bruce. Ceux qui disent que parler de l'arme c'est salir la légende. Ceux qui veulent garder leur dragon propre et lisse. De l'autre côté ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent de soulagement. Ceux qui disent merci. Merci de nous avoir rendu notre frère. Merci de nous avoir montré que même les plus grands ont peur. Que même les plus grands pleurent. Que même les plus grands tombent. Et que c'est ça qui les rend grands. Aujourd'hui plus personne ne regarde la scène des miroirs de la même façon. On n'entend plus juste le cri du dragon. On entend les sanglots derrière. On voit les bleus sous le maquillage. On voit la peur dans les yeux. On voit 2 hommes qui savaient que c'était peut-être la fin. Et qui ont tout donné quand même. Alors maintenant c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que Bolo Yeung a trahi Bruce Lee? Ou est-ce qu'il vient de lui rendre le plus bel hommage qu'un frère puisse rendre à un autre frère? Est-ce que savoir qu'il avait peur le rend plus petit? Ou est-ce que ça le rend enfin humain? Enfin réel? Enfin à nous? Est-ce que savoir qu'il pleurait dans le noir change quelque chose? Ou est-ce que ça rend le cri du dragon encore plus fort? Moi je sais ce que je ressens. Je sais que depuis que j'ai entendu Bolo parler je regarde Dragon différemment. Je ne vois plus un dieu. Je vois un homme. Un homme qui a tout brûlé pour qu'on se souvienne de lui. Un homme qui a gagné. Pas parce qu'il n'a jamais perdu. Mais parce qu'il s'est relevé à chaque fois. On se retrouve très bientôt pour une autre histoire incroyable. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer.